quête de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu. Il ou elle refuse d'aller dans son bain, puis quelques minutes plus tard ne veut plus en sortir de ce bain. Pareil pour l'école, c'est l'enfer pour déposer votre enfant le matin et il faut ruser le soir pour qu'il quitte ses copains dans la cour de récréation. Eh bien, ne vous en faites pas, vous n'êtes pas seul. Mal vivre les transitions semble assez courant chez les enfants et peut-être aussi chez nous, les grands-enfants, les adultes que nous sommes. Alors voilà la question que je vous propose d'explorer aujourd'hui avec mes 3 invités. Comment tout simplement mieux accepter que tout a une fin? Voilà, eh bien, question que je vais poser à Laetitia Assoun ici présente. Bonjour Laetitia. Bonjour. Vous récidivez dans cette émission Quête de sens, j'en suis ravie. Vous qui êtes la psychologue clinicienne, thérapeute, autrice de cet ouvrage Mon Indomaquette, piste de réflexion et d'action. Donc là, c'est le côté phase ado de nos enfants. Chez MAM, ça se manifeste d'une façon particulière. Axel Hubert est également avec nous. Bonjour Axel. Bonjour Marie-Ange. Vous êtes coach pour les aidants dans l'accompagnement du deuil. Et en parallèle, vous accompagnez les familles et vous soutenez, évidemment, vous êtes un soutien pour l'éducation. Dieu sait qu'on en a besoin, on en fait beaucoup cette année d'émissions sur les questions liées à l'éducation et on sait pourquoi, à tel point c'est difficile. C'est peut-être aussi parce que je suis moi-même maman, peut-être que ça joue. En tout cas, vous avez publié notamment Le deuil, une odyssée, vivre après la mort d'un proche chez MAM. Et enfin, nous sommes en compagnie de Dorothée Saint-Paul. Bonjour Dorothée. Bonjour. Notre romancière du jour, bienvenue. Merci. Je suis ravie de vous recevoir. Vous avez passé, alors ça c'est intéressant, 17 années dans l'immobilier et vous êtes découverte un talent, une vocation d'écrivaine. Bravo, je vous félicite. Ah oui, il y a une fin et il y a autre chose derrière. Exactement, vous avez opéré une transition réussie et vous avez écrit ce premier roman, Le jeu de la vie, chez Fayard. Je pense qu'il y a beaucoup de romans et beaucoup de vies qui, si elles étaient retranscrites en livres, pourraient avoir ce titre, parce que le jeu de la vie, on en fait tous et toutes les frais. Mais il y a beaucoup de fins dans ce roman, au fond, cette histoire de fratrie, cette famille, au fond, c'est l'histoire d'une famille, en fait. Ce qui se passe, les méandres d'une famille, c'est un peu ça, finalement. Oui, on aborde la vie de famille avec la place de chacun, mais surtout l'image qu'on donne à chacun et peut-être revoir l'angle de vue pour améliorer certaines relations. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'images et d'idées qu'on placarde sur nos propres frères et sœurs, sur notre histoire. On n'a pas la même histoire, on ne se représente pas la même histoire, par exemple, de nos grands-parents, de nos oncles et tantes. Et ça n'a que, par exemple, notre grande sœur, notre grand frère, notre petite sœur, notre petit frère. Et nos parents. C'est très intéressant. Merci en tout cas d'être là toutes les 3. Alors, c'est vrai que j'ai entamé l'émission. Elles se sont dit, oh là là, ça va parler des bébés. Qu'est-ce que je fais là? Mais en fait, tout simplement parce que c'est une question, j'ai l'impression, en réfléchissant à l'émission, en la préparant, qui se joue du jour de la naissance, en gros, au jour de la mort. Est-ce que j'ai raison, finalement? C'est histoire de difficultés plus ou moins grandes. Plus ou moins grandes. Chez moi, elle est très grande. Voilà. Laetitia Assoun. Oui, je crois que la vie, elle est faite de plein de débuts, plein de petites fins. Et que ce grand début, c'est le moment de la conception et où la vie prend naissance. Ouais. Et puis, la première fin avec cette naissance, de sortir de l'utérus. Et puis tout ce que vous avez nommé de ces fins d'année scolaire, de ces débuts, débuts de repas familiaux. Enfin, voilà. Et je crois que la vie est une succession de débuts, de milieux et de fins. Et peut-être que dans notre société d'aujourd'hui, on peut poser ce postulat que la fin n'est pas toujours si naturelle ou si évidente que ça, ou en tout cas parfois assez brutale, parfois pas assez accompagnée et réfléchie. Et je suis ravie qu'on prenne un instant et qu'on déploie cela. Oui, merci. C'est un petit peu vous quand même, on peut le confier aux auditeurs qui m'avaient suggéré ce sujet. On dit toujours toute bonne chose a une fin, comme si c'était la punition que ce soit fini. Toute bonne chose a une fin, comme si ça ne pouvait pas durer les bonnes choses, vous voyez ? Peut-être que c'est d'abord ce premier rapport au temps, en fait, que ça vient interroger. Parce que si on rentre dans cette conscience que le temps n'est pas infini et puis qu'il est aussi irréversible, on aborde de façon un petit peu plus profonde cette question de la fin des choses et de comment elle finira par arriver à un moment. Ouais. Voilà. Et c'est vrai que ne pas vouloir aborder cette question de la fin ou bien la bâcler ou bien la refuser parfois même, c'est peut-être ne pas rentrer dans cette réalité profondément humaine
que oui, toute chose a une fin parce que nous ne sommes pas éternels. Et puis parce que, même s'il y a de la continuité, on va en reparler dans cette émission aussi, il y a quelque chose qu'on se doit peut-être de réaliser davantage autour de ce temps qui passe et de ce qu'on en fait. Et du changement aussi, parce qu'on change à chaque instant, on s'en doute pas, mais les cellules changent, tout change. Mesdames, est-ce que vous avez vous-même, comme moi, en vérité autour de cette table, on va voir déjà un échantillon de 4 personnes humaines autour de cette table pour répondre à cette question. Est-ce que vous avez du mal avec la fin des choses? La fin des vacances? La fin du week-end, par exemple, Axel. Qu'en pensez-vous? Oui, évidemment. Est-ce qu'il n'y a que moi? Évidemment, je suis comme tout le monde, bien sûr, c'est difficile. Je rebondis un peu sur ce que disait Laetitia. C'est un principe de réalité d'entendre qu'il y a une fin pour des choses, mais c'est aussi entendre qu'il y a... En fait, c'est un processus qui est naturel. Et souvent, on n'en a pas conscience. Qu'est-ce qui est naturel? C'est naturel de rentrer dans un processus qui est inconscient. C'est que je passe par la fin d'une chose. D'accord. Et à ce moment-là, je suis en transition. Je rentre dans une autre période. Pourquoi c'est pas agréable? Alors, si ça peut être agréable, parce qu'il y a aussi des transitions qui sont... Enfin, des fins qui sont positives. Par exemple, quand on s'ennuie en cours... On regarde la pendule et on est content que ce soit fini, voilà, par exemple. En fait, c'est à la fois, s'il y a des choses agréables et positives, et à la fois, il y a le deuil de ce que je lâche. Et là, évidemment, c'est plus douloureux. On va peut-être pas opposer c'est agréable ou c'est pas désagréable, mais d'entendre qu'en fait, c'est les deux. Et c'est ça pour toute chose. Ouais. À chaque fois que je suis dans une transition, je vis c'est vrai, ça. Clairement le deuil et la souffrance d'une perte, et à la fois quelque chose de nouveau. Et c'est vrai... Laetitia parlait déjà de la naissance. Donc, tout au long de notre vie, et c'est évidemment vrai, même pour un petit enfant, je vais donner un exemple hyper prosaïque, l'enfant qui doit quitter la couche, qui rentre dans ce processus d'acquisition de la propreté, il quitte cet objet avec lequel il est en contact depuis sa naissance. Donc, c'est un peu inconfortable. Il va vers l'inconnu pour faire cette acquisition de la propreté. Et en même temps, évidemment, qu'il y a plein de choses qui vont être très positives. Il va avoir beaucoup plus d'autonomie, de liberté et être moins en contact avec ce qui parfois est quand même, disons-le, très désagréable. Donc, voilà, pour chaque chose, il y a du positif et du négatif. Et ce qui est vraiment intéressant d'entendre que ces processus sont normaux et ils ont été théorisés. Donc, c'est intéressant aussi d'avoir des informations sur ces théories pour nous aider et nous accompagner dans ce processus. Des théories, justement, sur la transition, sur notre façon d'aborder, d'affronter, de considérer la... Voilà, écoutez, c'est tout entre autres, l'objet de mon livre sur le deuil, de pouvoir donner des informations aussi sur des processus qui sont naturels, et qui donc ont été théorisés. Alors, la plupart des gens connaissent le modèle d'Elisabeth Kubler-Ross sur le deuil, et donc ce qu'on appelle souvent la courbe de deuil, mais ce n'est pas le seul. Il y a aussi le modèle de Worden, que personnellement j'aime beaucoup, parce qu'il permet, au protagoniste en fait, d'être acteur et responsable dans sa transition. Et donc, c'est d'entendre que j'ai une responsabilité dans ce qu'il y a à faire pour avancer dans mon cheminement et dans ma transition. Voilà. Et il y a un autre grand modèle qui est le modèle de William Bridge, qui est un peu plus simple sur la transition, mais on y reviendra peut-être. Et oui, parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a aussi, évidemment, la nostalgie, notamment dans la famille. Ça, c'est une vraie difficulté à accepter les changements, Dorothée Saint-Paul. Alors, il y en a d'autres. Je ne sais pas pourquoi je pense à la nostalgie, mais c'est tellement typique à la famille. Oui, et c'est vrai que là, pour répondre à la question posée, est-ce que nous, déjà, personnellement... on vit les fins un peu comme vous, avec la crainte. Oui et non, parce qu'en fait, alors oui, personnellement, là, je me prépare. J'ai ma petite qui passe au collège, la grande qui part en études supérieures. Ça fait déjà 1 an que je m'y prépare, mais parce que c'est une fin. Mais alors, pour elle, ce sont des débuts. Alors, pour moi aussi. Mais je me dis, oh là là, c'est la fin des dîners tous les 4 autour de la table. Voilà. Et à côté de ça, je pense qu'il faut se raccrocher à la réjouissance. Enfin, je me réjouis pour mes filles. Voilà. Et effectivement, la fin a quand même souvent une connotation négative. Mais en fait, il y a plein de fins qui sont superbes. Quand vous finissez de payer votre prêt, que la maison elle est à vous, c'est quand même super. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça.
Et puis, je pense que c'est surtout le changement, peut-être qui inquiète plus que la fin, parce qu'une fin, ça veut dire on va changer des lignes, on va avoir peut-être un vide, il va falloir peut-être réinterroger ce qu'on a laissé de côté jusque-là. Et en fait, là, c'est ce qui fait que moi, de mon côté, pour le coup, non, j'ai pas forcément peur des fins, parce que je me dis, je vais accueillir autre chose. Ouais. Mais est-ce que c'est pas une question d'éducation ? Vous voyez, il y a deux façons. Vous voyez, la fin des vacances avec les enfants, quand ils se sont énormément amusés, etc., ils ont senti qu'il y avait de l'harmonie, que c'était chouette, c'était un temps suspendu. On entend les parents, voyez, entre eux, on imagine qu'il y en a une partie qui se disent oh là là, ça y est, il va falloir encore rentrer avec les valises, c'est la fin des vacances, oh là là, je vais retrouver mon... Voilà, du coup, j'imagine que les enfants entendant ça, associent évidemment la fin des choses agréables comme le début d'un calvaire, quoi. Alors que si les parents disent ah, mais c'était génial cette semaine, on reviendra, on recommencera, ah, vivement les prochaines vacances, c'est chouette. Mais c'est sympa aussi de revenir. Il y a une histoire d'éducation là-dedans, mesdames. Laetitia, Assouna. Oui, moi, je crois que je suis très douée pour les débuts, les commencements, l'initiative. Mais j'ai compris au fur et à mesure de la vie que même si il y a certaines fins que je n'avais pas du tout choisies, et voilà, que j'ai plutôt un peu subies, j'ai appris à les relire pour me dire qu'il y avait quand même un espace de liberté toujours sur la façon dont j'avais envie de vivre cette fin des choses. Voilà. Je me souviens de finis ton assiette, voilà, et je me dis... Quelle horreur, ça. À un moment, voilà, qu'est-ce que ça veut dire de cette fin ? Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? C'est intéressant, ça m'a toujours intriguée. Les gens qui ne finissent jamais leurs assiettes, même les adultes qui font ça. Oui, mais la fin des repas aussi, celui qui part voilà, plutôt que les autres. Voilà. Dire quoi ça, Madame Lapsy ? Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose. En tout cas, ça interroge sur l'espace et la qualité qu'on va apporter aussi bien au début qu'à la fin. Et moi, j'ai appris dans ma vie petit à petit à poser davantage mon regard sur la fin en me disant, si j'étais capable d'une belle qualité dès le début, et peut-être que tu es capable, dans un espace de liberté que tu vas pouvoir peut-être créer ou poser avec les autres, de comment on termine ces vacances. Comment est-ce qu'on en fait de ce moment de ménage et de vacances voilà. Comment est-ce que dans la voiture, on se fait un moment avec les bons moments et la gratitude, mais aussi peut-être les trucs qu'on ne fera pas aux prochaines vacances. C'est-à-dire qu'à un instant, déplier un peu cet instant-là pour pouvoir relire. Et c'est peut-être ça qui me faisait peur, parce que je pense qu'il y avait quelque chose chez moi que je vivais dans une très forte évaluation de ce qui avait été positif, négatif, et ça me renvoyait beaucoup au jugement. Et donc c'est pour ça que je fuyais peut-être un peu les fins. Ouais. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, je me dis que finalement... Systématiquement, c'est vrai que ça ramène à cette idée qu'on ne veut pas que ça se termine, quoi, en fait. C'est ça que ça veut dire, tout simplement. Vous avez des repas qui repartent en longueur parce que l'enfant qui n'a pas terminé son assiette mais qui va devoir finir dans la journée. Je parlais plutôt de l'adulte là, mais c'est vrai que... En tout cas, ça pose la question de quels sont les principes quelque part et les valeurs qu'il y a derrière. Parce qu'un parent qui dit tu finis ton assiette, qu'est-ce que ça veut dire derrière en fait ? Oui, voilà. Non, mais ça, est-ce que c'est quand il lui a servi une grosse plâtrée Voilà, oui, pauvre chouchou, évidemment. Voilà. Donc la question, c'est ce que ça vient chercher derrière, en effet, sur quelle valeur on met à cette fin, quelle place on y accorde, quelle liberté et quels mêmes actes très concrets aussi. Voilà, pour petit à petit être aussi à l'aise, peut-être, les uns les autres au final, au fur et à mesure de cette émission et de ce qu'on interroge en nous. Donc on avec le début et la fin. Ça, vous êtes d'accord avec ça ? C'est très intéressant. Là, on est au cœur de notre sujet. Alors, je suis totalement d'accord sur le fait qu'on éduque. Et comme on le disait juste avant l'émission, les enfants modélisent aussi des parents. Donc, ils apprennent en regardant ce que font les parents. Donc, bien évidemment, le discours que moi, en tant que parent, je vais avoir va rencontrer un écho chez mon enfant. Donc, bien sûr, j'ai aussi une responsabilité, non seulement dans ce que je mets dans l'assiette de mes enfants, mais aussi dans la manière, l'exemple, en fait, que je vais donner à mes enfants sur l'analyse, sur comment je vais interroger les vacances, comment je vais interroger les fins, mais aussi comment je vais présenter le début de quelque chose, d'une nouvelle aventure qui va être aussi riche et belle, même si elle peut être aussi accompagnée de douleur, parce que voilà, pour moi, ce que je vis vraiment le plus, c'est ce fameux en même temps, qui n'est pas que propre à Macron. Il est aussi propre à tout homme parce que c'est l'ambivalence humaine. Donc, quand je suis dans un cheminement d'une transition, j'ai cette souffrance et puis cette chose merveilleuse qui est en train de m'arriver. Donc, je dis oui à une nouvelle chose parce que j'ai dit non à ce à quoi j'ai dû mettre fin, même si ça a été subi. Donc, il y a un moment où là, je rejoins tout à fait Laetitia, ma liberté et mon discernement et ma volonté me permettent d'acquiescer à ce qui est terminé.
Et le problème, c'est que très souvent, en fait, on ne pose pas ces mots, ces actes de rentrer dans l'acceptation de la perte. Et quand tout à l'heure, je parlais de modèles et de théories, en fait, elles nous apprennent qu'il y a des choses à faire. Donc, cette responsabilité qu'on a, elle passe, par exemple, par le fait de dire au revoir. En fait, vous voyez, c'est très symbolique. Il y a plein de rituels dans tout ça. Si je ne prends pas le temps de dire au revoir à ce qui est perdu, que ce soit une maison parce que je déménage, que ce soit un travail parce que je suis au chômage ou à la retraite, que ce soit une relation qui se termine, amicale ou amoureuse, ou un divorce, mais je ne peux pas rentrer dans l'étape d'après. Donc en fait, c'est une étape un peu très oubliée simple aujourd'hui, peut-être. Oui, c'est un peu oublié, et c'est aussi un travail qu'on fait, nous, dans nos cabinets de coach, de thérapeute, de psychologue, de pouvoir accompagner la personne à regarder le réel. Et donc, à sortir du déni, parce que ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi très fréquemment. Hein. Je veux pas accepter la maladie, je veux pas accepter la mort, je veux pas accepter que ça soit fini. Donc, mon cerveau se met en mécanisme de protection psychique, je suis dans le déni. Il y a un moment où je vais devoir regarder le réel et apprendre à dire au revoir. Et ça, on peut le faire de plein de manières. Moi, j'aime beaucoup varier les outils dans mon accompagnement et de passer, par exemple, par l'art-thérapie, ou évidemment de passer par la parole et par des objets aussi symboliques. Donc, comment je vais dire au revoir à cette relation, à cette personne. Parfois, ça peut être un animal. Hein, évidemment, beaucoup de nos amis auditeurs qui peuvent être très attachés à un animal, et quand c'est la fin de la relation avec l'animal, c'est aussi dur. C'est difficile. Voilà, la personne, l'objet, l'animal, la relation. Moi, j'ai mon ordinateur qui a planté ce matin. Je suis arrivée au studio très énervée parce que je vais devoir dire au revoir à mon ordinateur avec lequel j'étais habituée. Et non, mais c'est pas drôle. Hein. Je plaisante à peine. En fait, je plaisante pas du tout même. Ce qui est intéressant, c'est vraiment de rentrer, de comprendre les phases qu'on va traverser. Et donc, dans une phase de transition, on entre d'abord dans une phase où on se désengage, en fait. Je me désengage de la relation. Là, il y a un abandon qui va être plus ou moins brutal. Et encore une fois, c'est dans l'objectif d'un renouveau ensuite. Hein. L'accepter. C'est l'accepter, en fait. Et oui, c'est l'accepter. Hein. Et donc, c'est pour ça que ça passe par dire au revoir. Et accepter, ça veut dire aussi trier, éliminer des choses qui, auparavant, étaient importantes pour moi. Ouais. Et le faire régulièrement. Ça fait partie des techniques de faire le tri, le ménage dans sa vie en général. Dorothée Saint-Paul, juste après, il faudra leur dire par Francis Cabrel, mesdames. À tout de suite. Nous interrogeons, nous sommes lundi. Oh là 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 là. Comment mieux accepter ? Eh bien que tout, oui, que tout a une fin, mesdames et messieurs. Laetitia Assoun est avec nous, psychologue, clinicienne, thérapeute, qui a écrit Mon Indomaquette, piste de réflexion et d'action chez MAM, et qui réfléchit énormément à ces enjeux qui se niche un petit peu derrière sa difficulté à accepter le réel comme il vient, avec le début, la fin de chaque chose que nous vivons, que nous traversons, de notre naissance à notre mort, et puis du matin jusqu'au soir. Axel Hubert, coach d'aidant, elle accompagne les proches au deuil d'un parent. C'est ça, en général, c'est plutôt les parents, tous les deuils, mais le deuil au sens très large. C'est-à-dire aussi toutes ces ruptures de vie et les transitions de vie, quoi. Tous les deuils blancs aussi. C'est quoi un deuil blanc ? Un deuil blanc, c'est le deuil que j'ai à faire alors qu'une personne est bien vivante, mais a perdu, du fait de la maladie, qui elle était, en fait. Par exemple, dans la maladie d'Alzheimer, la personne, elle est bien en face de moi, mais c'est plus tout à fait elle non plus. Donc, je suis en deuil blanc. Et par extrapolation, un deuil blanc, c'est finalement tous les deuils qu'on a à faire, parce que les processus sont identiques, quelles que soient les pertes et les ruptures. Et des deuils aussi de nos parents et fantasmés, c'est le coup classique, mais n'empêche que qui génère beaucoup de souffrance dans beaucoup de familles, n'est-ce pas, Dorothée Saint-Paul ? L'idéalisation des parents, les parents qu'on a connus enfants, et on ne refuse à tout craint de les voir vieillir, tout simplement. C'est quelque chose, Dorothée Saint-Paul, vous qui vous êtes consacrée à ce premier ouvrage, qui est le vôtre, le roman « Le jeu de la vie » aux éditions Fayard. Ça en fait partie, effectivement, cette question. Oui, alors, c'est vrai que dans le jeu de la vie, en fait, on a
on a notamment les 2 sœurs, Victoire et Constance, et on en a une qui est encore dans l'adolescence, quoi. Elle est bloquée justement entre l'enfance et l'adulte, parce que quand on devient adulte, c'est aussi lâcher certains fantasmes d'enfant et accepter des fins, donc ça en fait partie. C'est pour ça que je l'aborde sur plusieurs thématiques dans ce roman. Et il y a des fins. Alors, il y a des fins comme le deuil, on en a parlé, mais il y a d'autres fins, et notamment l'idéalisation parfois d'une sœur, d'un frère, d'un parent fait plus de mal que de bien. Et justement, on peut mettre fin à cette idéalisation et réinventer sa relation pour qu'elle devienne saine. Et que la sœur, là notamment Victoire, qui est en souffrance, puisse enfin se construire et se réaliser sur des bases saines. Mais pour ça, on va passer par des étapes qui ont déjà été évoquées. Il y a la souffrance, il y a le déni. Donc tout ça, c'est évoqué. C'est pour ça qu'il est riche en émotions et que beaucoup... se retrouvent en fait dans et c'est votre famille ou pas? Pas du tout. Comment vous avez pu inventer ça? Une histoire de fin, justement. C'est-à-dire que j'étais pas du tout dans le domaine de l'écriture, mais j'étais rendue au bout d'un processus. Vraiment, voilà, il était temps que j'arrête mon activité dans l'immobilier. Voilà. Je ne savais pas du tout où j'allais et tout le monde me disait, c'est pas possible que tu n'aies pas une idée derrière la tête. Et très honnêtement, quand j'ai arrêté de travailler, j'ai arrêté parce qu'il fallait que j'arrête. J'étais rendue au bout. J'ai pas eu peur du vide. Et le fait de ne pas avoir peur m'a permis d'accueillir ce qui est arrivé, c'est-à-dire la réalisation d'un ouvrage, en fait. L'écriture est arrivée. Il y a un début et une fin, d'ailleurs. Hein. Tout à fait. Et honnêtement, ce que j'en tire comme conclusion, c'est que... il faut juste vivre pleinement le moment, la fin qu'on a à vivre. C'est ce qu'on nous dit c'est ce qu'on nous dit depuis 10 ans, mais c'est tellement dur. En fait, je pense qu'on se retient émotionnellement. C'est dans ce sens-là où faut lâcher, il faut ouvrir les vannes. Si c'est douloureux, on pleure, on crie, on attend que toute la famille soit partie, mais on s'autorise à lâcher. On peut pleurer pendant 3 jours, 1 semaine, 1 mois. Mais c'est comme un verre, avant de le remplir, on le vide. Je pense que il faut savoir se décharger. On est plein de ressources, donc il faut envoyer les bons messages à son corps. S'il y a de la tristesse, s'il y a de la joie, et après le corps, il est capable de nous renvoyer la bonne charge, en fait. Ces 2 sœurs, la Victoire et Constance, elles s'idéalisent quand elles sont petites. Elles veulent rester enfants, au fond, toutes les deux. Elles veulent revenir à cette enfance un peu joyeuse, un peu insouciante d'une certaine façon. Alors, elles sont très différentes. Il y en a une qui a accepté de grandir et de faire sa vie. C'est Constance. Elle est mariée. Raisonnable. Elle est raisonnable. C'est ma grande sœur. Elle est raisonnable. Il y a quand même des... Moi, je suis Victoire. D'accord. Mais Victoire va bien à la fin. Heureusement. Moi aussi, vous voyez, finalement, je vais bien à la fin. Non, elles sont vraiment tout à fait différentes. Il y en a une qui a accepté de grandir. Elle ne s'autorise pas tout, mais elle a accepté de grandir. Et puis l'autre, elle en veut presque aux autres, finalement. De s'être émancipée, que les autres se soient émancipés et pas elle, qu'elle ne sache pas gérer ses émotions, justement, elle se retrouve face à des fins qu'elle vit difficilement. Alors là, c'est l'intérêt aussi, c'est quand on n'arrive pas à les vivre soi-même, seul, c'est de se faire accompagner. Ouais, idéal, évidemment, aujourd'hui. Et heureusement qu'on a les outils. C'est vrai que nos anciens ne les avaient pas, tous ces outils. Et aujourd'hui, on les a. Donc, on a des Axel Hubert, on a des Laetitia Assoun, pour nous aider un peu à assouplir nos transitions, nos acceptations, justement, que les choses changent et se terminent et commencent, et se terminent et commencent et se terminent. Oui, parce que j'aime beaucoup ce que vous dites, Dorothée, sur la question d'accepter à un moment qu'il y a un vide ou quelque chose qui se passe, et puis du temps que ça va prendre aussi entre une fin et un début. Mais pour ça, peut-être qu'il faut être suffisamment bien bâti et donc avoir vécu des premières séparations, des premières fins qui ne se soient pas trop mal passées. Et finalement, peut-être que cette question de la fin et de la perte, elle peut renvoyer chez certains à cette angoisse plutôt d'abandon, du coup,
voilà, ou à des moments très intenses de solitude qui n'ont été pas très bien vécus. Et donc cette même fin, enfant, même d'ailleurs tout petit, souvent, dans ces 1000 premiers jours que sont la grossesse et les 2 premières années. Parce que vous avez les bouquins qui pleuvent sur les livres, pardonnez-moi, sur comment est-ce qu'on dit déjà, la souffrance affective, l'abandon, quoi, la peur d'être, l'angoisse d'abandon, les blessures d'attachement, mais il en pleut, on en reçoit toutes les semaines quasiment, enfin c'est hallucinant. On a l'impression qu'on est tous blessés à notre attachement, quoi. Hein. La biologie de l'attachement qui a été beaucoup, en effet, là, vulgarisée, notamment par Cyrulnik, qui a été le président de la commission des 1000 premiers jours de l'enfant, avec Filiosa en vice-présidente. Oui, ça a permis... plein de prises de conscience, de changements et du coup de transition aussi pour pouvoir faire autrement dans son éducation et de nourrir une qualité d'attachement différente et de restaurer une relation si elle a pu être détériorée. Et moi, je rejoins aussi ce que disait Laetitia, ce que vous disiez aussi Dorothée, c'est qu'à un moment, quand on traverse cette période... cette fin et qu'on est en train de rentrer dans un nouveau quelque chose, on a besoin de rentrer dans une intériorisation et ça et donc dans une solitude en fait qui va durer un temps mais pas tout le temps, qui est nécessaire pour pouvoir faire de l'introspection, accueillir toutes ces émotions, faire le point, et c'est aussi le moment où on va un peu trier toutes ces priorités, éliminer ce qu'on a besoin d'éliminer de l'avant pour pouvoir accueillir ce qu'on veut accueillir de l'après. C'est pas si simple, hein, parce que là, c'est facile à dire, mais à faire... Non, c'est pour ça qu'on a souvent besoin d'être accompagné. Et Laetitia disait que quand c'est les premières fois, c'est encore plus difficile. Quand on a peut-être déjà vécu des expériences de fin de quelque chose, ça peut aussi nous nourrir et nous aider. Mais d'être accompagné, ça va être aussi quelque chose d'aidant. Par exemple, Laetitia, je suis désolée, mais je reviens à l'enfant, parce que là, je pense qu'il y a des auditeurs un peu frustrés. Ils disent, bah oui, mais Montesquieu, elle nous cite les enfants qui veulent pas transiter, qui veulent pas aller au bain, qui veulent plus sortir. Ma fille, ça lui arrive, de pas s'habiller, enfin, c'est infernal, en fait. Mais pourquoi ils font ça, les enfants ? Pourquoi ils sont pas comme nous, pour le coup, tout ce qui est routinier, ils ont un mal fou parfois. Pourquoi ils sont comme ça ? Pour ça, je vais faire un petit retour en arrière. Parce que finalement, ce que nous a appris la théorie de l'attachement, c'est que ce qui est le plus précieux pour l'enfant, c'est la continuité. Et finalement, notre émission, elle parle de ça. C'est comment il y a un début, un milieu, une fin, et puis la vie est une continuité. Même dans la mort, pour ceux qui ont des croyances dans la vie éternelle, c'est une continuité. Donc, quelque part, il faut que l'enfant ait pu faire cette expérience de continuité. Et quand il a été laissé dans des moments intenses de séparation, où il y a eu une expérience trop forte de solitude, et d'isolement dans ces cas-là, du coup, ça devient beaucoup plus difficile. Et donc, l'enfant, soit dans les moments où il ne veut pas sortir du bain, ou quoi, il vient rechercher l'adulte pour avoir un compagnon, pour ne pas vivre seul cette transition, soit il est confronté à un moment de blocage, parce que s'il a fait plutôt une expérience de rupture, au lieu de continuité, il est dans une angoisse qui, quelquefois, ne lui permet pas d'avoir accès à ce moment dont vient de parler Axel, qui est fondamental, mais surtout à la suite aussi. Voilà. Et donc, il se bloque dans l'instant présent, sans vouloir voir ni le passé ni le futur. Alors, c'est le propre de l'enfant aussi, dans son développement, la notion du temps. C'est normal aussi, il va paniquer les parents. Voilà. Donc, il faut bien accompagner tout ça. Mais c'est peut-être nous rendre, nous, du coup, parents et puis peut-être adultes, plus vigilants aussi sur cette question de la continuité. Finalement, ce n'est pas forcément la permanence du lien qui compte, c'est que l'enfant, l'adolescent soit accompagné. Voilà. Et que cette continuité soit accompagnée. Voilà. Et quand moi, je reçois un adolescent et puis qu'au bout de quelques séances, je lui dis donc, à quel moment on va plus se voir ? Comment on va dire au revoir ? Et puis qui me dit, déjà, je dis non, mais c'est juste que, en fait, ça pourrait arriver demain parce que tu as, un moment choisi de faire un autre choix ou bien parce que j'ai un empêchement ou quelque chose. En tout cas, moi, ça va compter pour moi, je te le dis. Alors, tu viendras me dire merde, tu viendras me dire merci, tu déposeras un paquet de chocolat. Voilà, mais moi, j'y tiendrai. Et puis d'ailleurs, je viendrai te chercher, du coup, dans ce que j'aurai à te dire en dernier mot aussi. Et ça, c'est quelque chose qui est notamment très, très important pour des enfants ou des jeunes pour qui on repère que les premières séparations ont été pas forcément bien posées. Et donc, les fins renvoient à des choses difficiles qui vont les amener soit à beaucoup d'évitement, avec des patients du coup que je vois mais qui ne diront jamais au revoir. Mais ça dit quelque chose de comment ils ont certes appris, mais peut-être comment ça a été douloureux et difficile et ça l'est toujours. Et puis d'autres anxieux avec au contraire le besoin de faire un énorme pot de départ dans une boîte, de faire des choses un peu plus... parce que ça vient chercher quelque chose de cet ordre. Donc pour les parents qui sont un peu tétanisés à l'idée de voir leurs enfants piquer, parce que parfois c'est soft et parfois c'est des... On lit ça dans les commentaires sur les réseaux notamment, des réseaux de mamans qui disent mais j'en peux plus en fait, ils hurlent, ils se roulent par terre à 2, 3 ans, même 4 ans à chaque fois qu'il s'agit de changer d'activité
il faut se faire accompagner à ce moment-là, justement, et peut-être se focaliser sur ces premières séparations. Je ne sais pas ce que vous alliez dire, Axel, c'est pas grave. Je pense qu'il y a aussi tout simplement à chercher quel est le besoin de l'enfant qui est derrière. Moi, en tant que parent, je peux avoir décidé que c'était le moment du bain, du coucher, du dîner, et que en fait, mon enfant ait besoin de jouer. Et donc, si je dis non à son besoin de jouer, c'est parce que je dis oui à son besoin, dans l'exemple que vous citeez, d'être lavé ou de se coucher à telle heure. Donc, il y a une vraie réflexion et ça fait partie évidemment de notre job d'éducateur en tant que parent de réfléchir et de ne pas imposer non plus. Il y a un temps pour tout, mais c'est aussi, ça vient chercher quoi ? Pourquoi c'est important pour moi qu'à ce moment-là, mon enfant joue ou prenne le bain. C'est pas forcément légitime de dire que c'est le bain à telle heure, vous voyez. C'est peut-être moi qui l'ai décidé, mais est-ce que c'est pour le bien de l'enfant ou est-ce que c'est pour mon bien à moi ? Parce que j'ai pas envie qu'il vienne m'embêter ou je voudrais qu'il se couche à 20h pour être tranquille. Pendant qu'il est dans son bain, peinard. Et donc, ça vient aussi toucher des choses de son enfance. Mais moi, je voulais aussi rebondir sur... le fait que dans un processus de transition, donc rupture, il y a la fin de quelque chose, il y a toute cette période en fait qui est un peu neutre, qui est souvent la période la plus difficile, et ensuite le début d'un renouveau. On va traverser, quelle que soit la perte, que ce soit celle d'une relation ou, je citais tout à l'heure l'exemple... d'un déménagement, ça peut être la perte, l'entrée dans l'adolescence ou l'entrée dans le monde adulte, l'entrée dans la retraite. Je vais aussi, et bien sûr le deuil, je vais aussi passer par cette période de désidentification qui est clé et qui a besoin aussi d'être accompagnée et d'être un peu réfléchie. Donc dans la désidentification, c'est le fait de se dire, mais puisque j'ai perdu mon job, puisque j'ai perdu ma sœur, puisque j'ai perdu mon père, je suis qui maintenant ? Je ne suis plus le salarié d'Orange, je ne suis plus le frère de Micheline ou le papa de Gustin. Qui suis-je ? Et donc, on a besoin aussi de venir interroger ça et de pouvoir aller vers un nouveau... En fait, là, ça vient aussi toucher les attachements. Parce que trop souvent, on se définit par rapport à ce à quoi on est attaché. Et on ne se rend pas compte, c'est inconscient en fait. C'est inconscient, c'est le processus dont je parlais tout à l'heure. Je vous laisse quelques minutes pour réfléchir, mesdames, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, Last Request par Paolo Nutini, à tout de suite. RCF, comment mieux accepter que tout a une fin ? Laetitia Assoun-Axel, Hubert et Dorothée Saint-Paul répondent à cette question, en tout cas tentent de le faire, d'explorer ce sujet qui mériterait toute une vie. Finalement, on ne peut pas répondre à cette question comme ça en 52 minutes. Mais il y a quand même des pistes de réflexion intéressantes depuis le début de cette émission. Et Dorothée Saint-Paul, c'est vrai que vous évoquiez à l'instant, on évoquait, nous, avec les enfants déjà, c'est très intéressant pas de romancer, mais donner déjà un petit peu les rênes de la fin à nos enfants et se les donner aussi à soi-même. Par exemple, on imaginait une petite, une séquence square, un après-midi au square, qui se termine évidemment, comme chaque jour. Et au lieu de dire à l'enfant, c'est bon, c'est terminé, on s'en va, c'est plus l'heure, ça va être l'heure du bain, du dîner, ce qu'on fait toutes et tous. Et ça se finit en général pas très bien pour l'enfant, qui se roule par terre dans le pire des cas. Et vous disiez, c'est peut-être justement, Laetitia Assoun, laisser l'enfant décider par quoi il va terminer. Par exemple, lui laisser un peu les rênes de la fin. C'est intéressant ça. Oui, c'est ce qu'on disait, c'est qu'on peut avoir tous un petit peu un élan pour dire par quoi on va commencer, ou bien, et donc poser cette question de dire mais par quoi on va finir ou comment tu veux finir. Ouais. Voilà, et derrière aller aussi au bout des choses. Voilà, des petites choses qu'on peut aller chercher chez les ados aussi, pas mal. Mais pour aller au bout, tu as besoin de quoi et comment tu vas le faire. Et finalement, aller interroger un petit peu plus ça. On se l'est dit aussi, dans un monde qui va très très vite et auquel on est tous invités très souvent et très très vite à beaucoup de débuts et beaucoup de fins. Beaucoup. Donc on continue de dire qu'il faut créer de l'espace psychique, comme disait très bien Axel, et puis de l'espace temporel pour pouvoir accepter que ça prenne un petit peu de temps, cette fin parfois aussi. Là où nous, les adultes, on aimerait que ça switch beaucoup plus vite aussi. Voilà. De contrôler, c'est toujours pareil, le rapport, le contrôle. Oui, rapport au temps, en tout cas. Il y a 1000 émissions dans cette émission, finalement, aujourd'hui. J'ai l'impression. Ça interroge aussi, du coup, la question des priorités. C'est la fin de quelque chose. On peut donner l'allégorie du long hiver dont on sort en ce moment.
et j'entre dans le printemps, je vais remarquer dans mon jardin qu'il y a peut-être des choses, des arbres qui sont morts, d'autres qui sont restés les mêmes, et puis d'autres végétations qui ont totalement explosé de vie. Et donc, je fais l'allégorie avec moi, en fait, enfin avec chacun. Qu'est-ce que je veux garder de cette relation qui n'est plus? Qu'est-ce qui est mort? Et qu'est-ce que je veux garder? Et donc, de rentrer dans cette acceptation de ce qui est mort, et pour aller aussi vers le fait de concentrer son regard et sa focalisation sur la vie, la vie et sur le positif. Et j'ai besoin, encore une fois, de faire les deux choses. Ouais. Oui, mais du coup, c'est vrai que ça repositionne la question de la priorité de la fin sur le début. J'ai des parents qui viennent de me contacter parce qu'il y a un déménagement en vue pour l'été. Ils m'ont dit, on voudrait vraiment que vous prépariez le début et ce nouveau déménagement pour septembre. Et j'ai dit, non, je vais m'occuper de la fin. Je vais m'occuper de la fin de cette année. Je vais m'occuper de tous les copains qu'il va devoir laisser. Je vais m'occuper de toute cette tranche de vie. Et vous savez, c'est comme dans l'inspire et l'expire. Quand vous avez fini quand l'expire c'est fait, naturellement, le corps reprend un inspire. Et finalement, c'est ça aussi. C'est comment est-ce qu'on accompagne et on donne plus de priorité, peut-être un peu dans nos vies, à une façon de voir les choses sereinement et même joyeusement dans la fin des choses, parce que naturellement, je pense, on peut avoir des débuts et des commencements beaucoup plus beaux, beaucoup plus naturels, beaucoup mieux posés aussi. Ouais. Et ce qui est d'autant plus complexe dans cette question, Dorothée Saint-Paul, c'est le semi-subi, pas subi, quoi. Semi-agi, si je puis dire, semi-voulu dans les fins. Oui, alors par exemple, la retraite, pour certains, c'est très attendu, et puis pour d'autres... Pas du tout. Pour d'autres, ils n'ont pas le choix d'y aller. Voilà. Et ça, par exemple, c'est une fin. Et je pense que c'est une fin à préparer et, comme on disait, prendre les rênes de la fin. Voilà, de se dire, alors, comment je vais terminer ma carrière pour rester sur une bonne note et comment je vois la suite. Là, on est sur quelque chose de semi... on nous l'impose, mais on peut à un moment en reprendre les rênes. C'est aussi la logique des choses, quoi. Mais il y a aussi l'histoire de l'identification qu'évoquait Axel tout à l'heure. Comment, finalement, si on le vit très mal, par exemple, un départ à la retraite à peu près subi, enfin, plus ou moins subi, et se demander quel rapport, quel rôle avait notre travail dans notre vie, puis dans notre perception de nous-mêmes. Je m'identifie à mon travail, par exemple. Mais c'est exactement ce que disait Axel tout à l'heure, c'est-à-dire, sans mon travail, je suis qui? Je suis qui? Sans mon travail, et c'est vraiment la question qui se pose pour beaucoup de fins, finalement. Ouais. Alors là, c'est exactement ce qu'interroge le jeu de la vie dans mon roman, c'est-à-dire que suite à un gros traumatisme, il y a une fin qui vient réveiller une fin infantile qui avait été... qui n'avait pas été palliée à ce moment-là, parce qu'elle n'avait même pas été détectée. Et du coup, suite à ça, je suis qui, en fait? Suite à cette fin, je suis qui? Et donc, on va vivre pleinement cette fin. On va descendre très bas. Là, en l'occurrence, Victoire, elle descend très, très bas. Et puis, elle va se faire accompagner. Alors, elle n'a pas de thérapeute. Elle a une grand-mère très haute en couleur qui va venir l'accompagner. Mais voilà, ça peut être aussi... C'est important. Il y a des gens qui sont plus pudiques que d'autres, qui vont avoir du mal, soit à pousser la porte d'un professionnel ou à parler... à son conjoint moi je pense que dans une fin il faut pas avoir peur, alors au-delà de l'exprimer en pleurant, en chantant, enfin peu importe, mais juste de poser des mots. Voilà, ça peut être un professionnel, mais ça peut être un voisin, et ça peut être un frère, une sœur, ça peut être n'importe qui, mais c'est important. Oui, parce on n'est que des amis payants, nous, les psys. C'est bien. Voilà, c'est la question du partage, c'est d'être accompagné, d'être avec d'autres pour partager ce moment. Voilà, tout autant que dans les débuts, on est hyper heureux de partager ça avec d'autres aussi. Et puis souvent, il y a la peur, et puis surtout de partager, de faire partager, enfin en tout cas de confier à des proches payants, comme vous dites, Laetitia, il y a plus de peur que de mal souvent dans l'action, c'est-à-dire qu'on anticipe chez les tempéraments plus anxieux, c'est délicat évidemment d'envisager l'après-fin, c'est-à-dire et souvent ça se passe jamais comme on a prévu. Ça, c'est vraiment le tempérament, typiquement le
résultat, enfin ce qui se passe dans la vie en permanence quasiment de certains anxieux. Oui, et qui est un petit peu dans notre société d'aujourd'hui, en tout cas dans les ados aussi que j'accompagne et j'en parle dans mon livre, Mon ado m'inquiète, c'est cette difficulté parfois d'aller dans cette phase d'exploration de la suite. Et comme si, on le voit bien avec les adolescents que vous avez, ou ces ados qui ont du mal à grandir, parce que la suite, en tout cas ces nouveaux commencements ne leur donnent pas envie ou leur font peur. Et donc il y a peut-être quelque chose aussi, quand on voit qu'une fin ne se fait pas, elle tarde un peu, et quelque chose qui part un petit peu en longueur, de pouvoir interroger, en effet, sur des terrains anxieux notamment, finalement, l'envie qu'il y aurait qu'un nouveau commencement se passe, et peut-être aussi parfois, nous adultes, autour d'aller chercher ce nouveau qui va permettre qu'une fin se fasse, parce que la suite est un peu plus sécure, en tout cas donne envie. Ouais. Voilà, et donc encourager beaucoup cette exploration. Ouais, excellent. C'est vrai que la fin qui n'arrive pas, c'est aussi intéressant. Oui, et aussi, vraiment, c'est important de le faire en parallèle. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, d'aller poser l'acte de dire au revoir. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est aussi très important. Pour rentrer dans ce déménagement, pour rentrer dans l'acceptation du deuil, par exemple, ou du licenciement, si je ne dis pas au revoir à mes collègues, à mon entreprise, si je ne dis pas au revoir au compagnon avec qui j'ai partagé ma vie et qui est en train de vivre sa fin de vie, ça va être beaucoup plus difficile de rentrer dans l'acceptation de ce qui n'est plus et dans l'acceptation d'un nouveau commencement, d'une nouvelle relation à soi, aux autres, qui est inévitable. Alors moi, je voudrais donner un petit témoignage personnel sur la fin de vie, parce que ça fait aussi partie du sujet. Lorsque j'ai accompagné mon mari dans son agonie et dans sa mort, j'ai été présente, et j'ai été vraiment j'ai vécu une gratitude profonde de pouvoir être là dans ces derniers jours et ces derniers instants, à pouvoir lui dire les mots qui étaient importants, les je t'aime, les pardons, les merci, les demandes de prier, par exemple, pour nous lorsqu'il ne serait plus là. Et c'est parce que j'ai pu vivre ces temps qui n'ont pas été escamotés et de façon très authentique et sans phare et sans détour, parce que j'ai pu poser ces mots et entendre aussi les siens. Bon, ils clignaient des yeux pour répondre, mais une dernière demande en mariage, par exemple, que j'ai pu rentrer dans l'acceptation de la mort et rentrer dans mon deuil. Et aujourd'hui, très clairement, je peux confier que cette aventure, elle m'a transformée. Et d'avoir vécu la maladie et la mort de mon mari comme je l'ai vécu, ça m'a permis d'être aujourd'hui une femme nouvelle et que je préfère à celle que j'étais avant. Waouh. Alors, évidemment, c'est douloureux. Évidemment, j'aurais préféré que mon mari soit toujours là. Mais c'est toujours en même temps, c'est douloureux. Et en même temps, c'est un chemin de transformation profonde. Et voilà, on peut extrapoler à toute période, enfin, tout événement qui entraîne des ruptures et des transitions de vie. Ouais. Et finalement, à la fois dans le roman, vous nous dites bien, Dorothée, que toutes ces fins qui n'ont pas été vécues, toutes ces portes qui ont été laissées ouvertes, à un moment, elles porteront trop de poids dans les nouveaux commencements. Et puis de ce que tu dis, Axel, c'est vraiment cette importance des rituels, des mots, de tous les objets symboliques, de tout ce qu'on peut accorder plus dans notre société aujourd'hui pour vivre cette fin. On ne fait pas assez ça, pas assez concret. Moi, j'adore organiser pour mes enfants les fins d'année scolaire. On fait des fêtes de fin d'année scolaire. Ah oui, chez vous ? Oui, à la maison, mais parce que je trouve que c'est aussi célébrer l'amitié qui s'est vécue pendant un an. Il y a plein de choses magnifiques. Et que voilà, et c'est vrai que trouver, pareil, pour les fins de repas, voilà, il y a parfois des petits rituels, des choses qui sont données. Réfléchir davantage à tout ça. Vraiment, cette invitation et ce beau témoignage d'Axel, c'est ça. C'est aussi comment on y réfléchit très concrètement. Voilà, dans ces moments et dans ces temps, dans ces objets, dans tous ces rituels. C'est célébrer l'amitié et c'est célébrer la vie aussi. Ouais. Et c'est ce qui nous permet de rentrer dans l'acceptation de ce qui n'est plus parce que je vais me sentir plus vivant ou plus vivante. Je vais mettre de la vie. Donc, vous parliez tout à l'heure des petites paillettes de la vie, de toutes ces petites joies que parfois on ne sait pas assez accueillir ou qu'on ne sait pas assez donner. Et Laetitia nous en donne aussi un bon exemple avec voilà, ces célébrations de fin d'année ou d'un repas. Oui, on a célébré pour mettre de la vie, comment je mets de la vie qui va me permettre de rentrer dans l'acceptation de cette nouvelle aventure. Mon beau-père est décédé il y a 1 an. Sur sa tombe, il y a marqué « La vie est une continuité ». Et on a fêté les 1 an de deuil avec une énorme fête. Et ça a été très beau de pouvoir marquer une étape de ce deuil. Mais on devrait le faire avec
bien des choses de nos vies, hein, parce que bien souvent, malheureusement, on fait plusieurs choses. On n'en a pas parlé parce que j'aurais bien aimé qu'on évoque ce point-là, mais c'est notre rapport au temps qui est malade aujourd'hui, me semble-t-il, où on superpose on fait plein de choses en même temps. On a notre téléphone, on répond à je sais pas qui en même temps, on fait plein de choses, on fait de la cuisine. Enfin bref, peu importe, j'en sais rien ce qu'on fait, mais on le fait mal puisqu'on le fait en même temps. Et alors pour les enfants, le message bonjour, les amis. Bon, Dorothée, c'est un peu hors sujet par rapport à votre livre, mais c'est vrai que c'est prendre le temps de chaque étape, prendre le temps et leur montrer que chaque chose prend un certain temps. Et alors c'est pas forcément en dehors du roman, parce que justement il y a tout à l'heure je parlais de la grand-mère. Il y a une vraie relation d'amitié entre la grand-mère et sa meilleure amie. Et justement, ce qu'elles veulent inculquer à leurs petites filles, qui sont de cette génération très contemporaine, c'est la contemplation, c'est prendre le temps, et c'est vivre pleinement. Voilà, c'est le mot de la fin. Merci les amis. Dorothée Saint-Paul et Le jeu de la vie chez Fayard, Axel Hubert, Le deuil, une odyssée chez MAM, et puis Laetitia Assoun, Mon ado maquette chez MAM également. Merci mesdames, bonne soirée à tous. Merci.